À toi la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je remercie le comité scientifique de l'ASFAR de me permettre de venir vous parler de cette thérapeutique inhalée. Donc, je parlerai principalement des antibiotiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt qui interfère avec cette présentation. Alors pourquoi la voie nébulisée finalement pour traiter ou peut-être prévenir les pneumonies associées aux soins chez les patients ventilés? Pour ces trois raisons-là. Quand on va s'attaquer là où ça fait mal, en gros, on va aller délivrer la thérapeutique directement au cœur du foyer infectieux. Donc c'est assez empirique, c'est assez instinctif, mais ça a été démontré par quasiment des centaines d'études expérimentales chez l'animal. Et donc ça marche très très bien. On arrive à atteindre, à multiplier par 100, par 1000, voire plus les concentrations intratissulaires quand on délivre l'antibiothérapie directement, je dirais presque dans l'alvéole, en tout cas c'est ce qu'on veut faire. Et on arrive à surpasser de 1000 fois, 10 000 fois les CMI des germes que l'on cible. Donc c'est très intéressant. Et le troisième élément, c'est celui-ci, c'est qu'on abaisse, on court-circuite le système, et donc on potentiellement réduit les effets secondaires, notamment rénaux. C'est un peu le médicament idéal par voie inhalée pour la pneumopathie. Alors je vais faire un petit sondage pour mettre un peu d'interactivité. Vous allez lever à main levée. Combien de fois par an, déjà, est-ce que vous faites des antibiotiques nébulisés? 1, 2, 3, 4, oui, une dizaine, quasiment un bon tiers. Et combien de fois par an? 3 fois par an. Ouais, 3-4. Alors moi, encore moins que vous, notamment ces dernières années. On a l'impression que c'est une thérapeutique qu'on fait de moins en moins, donc ça va être intéressant de le discuter là avec les données de la littérature. Est-ce que vous avez un matériel particulier? Oui, non? Non, pas forcément. Est-ce que vous avez une procédure écrite? Non, pas forcément non plus. Donc ça va être intéressant parce que l'une des conclusions, c'est qu'il faut absolument une procédure écrite. Dès que vous utilisez, comme ma collègue vient de vous le montrer, un circuit particulier avec une technique qui a des effets secondaires graves potentiellement, il va falloir que dès demain, enfin dès la semaine prochaine, parce que c'est la SFAR, dès la semaine prochaine, quand vous retournez dans vos services, il va falloir produire vraiment avec vos paramédicaux des procédures. C'est hyper important, il en va de la sécurité de vos patients. C'est l'un des messages principaux du topo. Alors, dans le monde, parce que là on a répondu un peu entre nous, on a vu que quand même ça se faisait, rarement, mais ça se fait quand même. Dans le monde, voilà ce que nous donnent les données jusqu'à 2019. Il y en a jusqu'à 70% en fonction des continents qui utilisent, donc des cliniciens en réanimation qui utilisent régulièrement de la nébulisation d'antibiotiques. On le voit sur ce tableau-là, surtout pour traiter, un petit peu pour prévenir, mais surtout pour traiter les pneumonies associées à la ventilation mécanique. Il y a un peu de tout. Il y a du jet, du pneumatique, il y a du tamis vibrant, il y a un petit peu d'ultrasonique, il y a de l'instillation carrément. Il y a des équipes qui instillent comme ça de l'antibiotique dans la sonde d'intubation. Pas terrible, mais bon, voilà. En tout cas, on sent que c'est très, très, très hétérogène, qu'il y a besoin peut-être un petit peu de formaliser tout ça. Si on refaisait ce sondage-là, comme on a fait à main levée là, il y a 2 minutes, aujourd'hui, en 2025, parce que les derniers sondages que je vous ai montrés datent d'il y a quasiment 10 ans, qu'est-ce qu'on répondrait pour traiter les PAVM? Sachant qu'il y a ça quand même de nouveau. Alors c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont au fond, mais en tout cas, il y a les nouveaux antibiotiques. On a le Zavicefta, le Zarbaxa, on a l'association maintenant Astreonam Avibactam. Et on a l'impression que finalement, l'écosystème a peut-être un peu évolué. Parce que est-ce que la problématique aujourd'hui des MDR, des XDR, des PDR, donc déjà multirésistants, est-ce que c'est la même que quand moi j'étais interne? Pas forcément. Moi, j'ai souvenir de Pseudomonas aeruginosa, toto-résistant, où il restait plus que la colimycine. Maintenant, c'est plutôt en fait des carbapénémases le souci. Et en fait, on a cette case-là maintenant en systémique qui répond complètement à notre problématique. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça maintenant. C'est d'où le fait que je fasse de moins en moins moi-même de nébulisation d'antibiotiques. Même question en préventif. Si on refaisait tourner un peu ce sondage international pour la prévention, est-ce qu'on aurait le même taux de réponse de ceux qui font ou de ceux qui ne font pas, sachant qu'il y a eu cette grande étude qui quand même, on va la revoir tout à l'heure, amicinal, qui montre que quand on fait 3 jours de nébulisation d'aminosides, d'amicacine, chez les patients qui sont ventilés plus de 3 jours, on abaisse fortement l'incidence de la pneumonie associée à la ventilation mécanique. Et donc c'est un excellent moyen finalement de prévenir la survenue de PAVM, de pneumonie associée à la ventilation mécanique chez vos patients. Alors voilà le plan qu'on va
qu'on va essayer de parcourir avec vous. Alors, que nous disent les recommandations internationales? Je vous ai mises là les plus récentes. Donc, la première, sur ce sujet-là, c'était l'américaine qui disait « Oui, il y a une place. Vous pouvez utiliser la nébulisation d'antibiotiques si vous avez un patient qui présente une PAVM à germe multirésistant. » Jusque-là, c'est assez pragmatique. Je regarde l'antibiogramme, je n'ai pas d'autre solution, j'ai 2 molécules qui sortent, peut-être l'aminoside et la colimycine. Il n'y a que ça qui marche, je le fais en nébulisation. Et puis, il y a la reco de 2017 européenne qui s'oppose pas, mais presque à la recommandation américaine qui dit « Oula, du calme. En tout cas, c'est jamais en première intention. Il faut toujours essayer de se sortir avec un traitement par voie systémique, y compris peut-être de la colimycine par voie intraveineuse. Peut-être que vraiment, si on n'a plus le choix, qu'on est dans l'impasse totale, qu'il reste que ça avec des CMI très élevés, alors à ce moment-là, d'accord. Mais attention, c'est un grade de reco, c'est un grade de niveau méthodologique très bas. Et attention, ça peut tuer les patients. Ils avaient raison, on avait raison les Européens de dire ça, parce que quand même dans les études qui ont fait de l'interventionnel, il y a des arrêts cardiaques chez les patients chez lesquels on fait de la nébulisation par tamponnade gazeuse avec de l'encrassement du filtre expiratoire. Moi j'en ai vu 2 quand j'étais interne dans le service dans lequel on testait amikacine et surtout C3GIV versus aérosol. Ça choque de voir. Alors depuis, on a modifié les procédures, etc. On sait qu'il faut changer le filtre à chaque session, mais c'est quand même des événements graves. Et puis il y a la reco 2018 française. On a pris quasiment le contre-pied en disant, nous on revient un peu à la version américaine en disant si il y a une place, mais il faut faire très attention, il faut être expert, en tout cas il faut avoir une procédure dans le service, il faut l'avoir travaillé, il faut savoir comment le faire et s'y tenir. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 premières recos abordent la question par la stratégie adjuvante. C'est-à-dire que vous faites une molécule IV plus la nébulisation. Et la reco française dit, pas forcément. On peut faire l'adjuvant, nébulisation plus IV, ou la stratégie de substitution, c'est-à-dire je fais que la molécule nébulisée. Donc là, je vous résume ces 3 recos. J'ai essayé de faire une synthèse un peu consensuelle. Il faut éviter en première ligne. On peut le faire quand on n'a plus le choix, mais il faut l'encadrer de procédure et c'est potentiellement dangereux et le niveau de preuve est fragile. Depuis, que s'est-il passé? Il y a des méta-analyses nouvelles, récentes. Ça veut dire qu'il y a eu quand même quelques nouvelles études interventionnelles depuis ces recommandations-là qui montrent que ça fonctionne. Quand on traite des PAVM avec des nébulisations antibiotiques, ça marche en termes d'éradication microbiologique. C'est un peu faible comme critère de jugement, mais néanmoins, on arrive à enrayer l'organisme microbiologique des poumons. Et ça marche en termes de taux de guérison clinique. Donc on peut guérir les patients cliniquement, mais il n'y a pas d'impact sur la durée de ventilation, pas d'impact sur la mortalité, et pas d'impact non plus sur les durées de séjour en réanimation et à l'hôpital. Attention, on retrouve, toujours, c'est les mêmes études qui démontraient que ça pouvait être extrêmement mal toléré, bronchospasme, barotrauma, pneumothorax, arrêt cardiaque sur barotrauma. Depuis ces nouvelles méta-analyses, il n'y a pas de nouvelles recommandations. Ça vaudrait peut-être le coup d'en refaire une, ou peut-être qu'il faut attendre quelques années de nouvelles études encore. Mais il y a ce position paper publié par Herman en 2023 qui dit que on peut le faire. Il faut éviter de le faire en première ligne, mais c'est indiqué si on a des CMI de germes très élevés, sur des germes multirésistants. Et il laisse la porte ouverte. Alors c'est vraiment une opinion d'expert, il laisse la porte ouverte sur des germes assez résistants, mais chez lesquels on a échoué avec des premières lignes de traitement par voie systémique. Donc on a quand même peut-être quelque chose d'un peu plus large. Il faut faire des recherches, il faut faire de nouveau des recherches interventionnelles, peut-être tourner sur d'autres critères de jugement primaire un peu plus, on va dire, impactants que l'éradication microbiologique. Et puis, il faut faire des procédures pour formaliser et harmoniser nos pratiques en termes de procédures. La prévention, maintenant, alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a cette grosse étude publiée dans le New England en 2024 qui est assez propre méthodologiquement. C'est un placebo versus de l'amicacine chez des patients qui étaient ventilés depuis plus de 3 jours dans des réanimations médicales, médico-chirurgicales un peu polyvalentes. La dose était du 20 mg/kg de poids idéal
théorique pendant 3 jours. Donc 3 doses à partir du 4e jour de ventilation mécanique. 420 versus 430, et puis ces courbes de survenue de l'événement qui étaient favorables dans le groupe traitement, avec une baisse de 22% de PAVM dans le groupe contrôle placebo à 15% dans le groupe traité. Donc le critère de jugement était atteint. Il y a pas mal de détracteurs de cette étude-là, pas mal de critiques disant que le problème de cette étude, c'est qu'ils ont le pilier de diagnostic de PAVM, c'était le prélèvement microbiologique positif. Or, on sait très bien que quand on nébulise de l'amicacine, c'est une telle dose que si vous faites plein de LBA, des PDP, des aspitraques derrière, ça va être complètement stérile. Donc en fait, n'ont-ils pas artificiellement négativé en fait leur diagnostic de PAVM alors qu'il y en avait encore, mais en stérilisant les prélèvements microbiaux. De même, ils ont 22% de PAVM dans le groupe contrôle, ce qui est quand même assez élevé. N'ont-ils pas en fait pris des trachéobronchites ou des colonisations pour des PAVM, avec du coup une surestimation du critère de jugement dans le groupe placebo et une sous-estimation négativée dans le groupe traité. Donc ça, c'est une hypothèse qui est reprochée à cette étude-là. On ne connaît pas l'impact sur les BMR potentiels, c'est quand même une pression de sélection de l'antibiotique. Et puis, il n'y avait pas d'impact sur la durée de ventilation, ce qui était peut-être surprenant. Alors peut-être qu'il y a un problème de puissance, l'étude n'était pas designée pour démontrer un delta de durée de ventilation. Néanmoins, il y a quand même un effet thérapeutique intéressant sur le critère de jugement primaire sans impact sur la durée de ventilation mécanique. Alors après, évidemment, il y a eu des méta-analyses, 4 en tout. 3 d'entre elles prennent cette étude-là amicinale dans le pool des études et toutes les méta-analyses sont positives sur oui, il y a un effet. Quand on nébulise versus pas de nébulisation, en randomisé contrôlé, il y a un effet. On réduit l'apparition des PAVM. Et donc c'est potentiellement un bon moyen de prévenir les PAVM. Grosse hétérogénéité des méthodes, toujours pareil, ça c'est vraiment un fil rouge. Quand on regarde les études de la nébulisation, il y a tout n'importe quoi en termes de nébuliseurs, de circuits, de montage. C'est la limite de ces méta-analyses. Donc, retour sur le position paper, avec gros conflit d'intérêts parce que Stéphane Herman est l'investigateur coordinateur d'Amicinal. Néanmoins, il s'est positionné en disant, avec ses co-auteurs, en disant oui, probablement que chez les patients les plus à risque, il est intéressant de faire 3 jours de nébulisation d'amicacine. Et que, éventuellement, si on a une unité avec un très haut taux de PAVM, ou chez les patients immunoparalysés peut-être, les immunodéprimés, ça peut être intéressant. Il est quand même plus large sur l'indication, mais c'est peut-être un élément intégré à votre bundle, comme on dit, l'espèce de combinatoire de moyens de prévention des PAVM que vous pouvez utiliser. Il faut continuer les recherches et il faut toujours harmoniser nos modalités d'application de ces nébulisations. Ça, c'est le schéma qu'il donne dans son position paper, avec la partie gauche du schéma qui dit oui pour la prévention, c'est vert, rouge pour première ligne curatif, et orange pour éventuellement une deuxième ligne en cas d'échec. Moi, je le pondère, je l'ai mis un peu à ma sauce. Ça vaut ce que ça vaut. Mais dans la prévention, moi, je pense que c'est pas tous les patients. On va pouvoir peut-être le discuter après avec les questions. C'est peut-être, comme je le disais, une sélection de patients. Je vous prends l'extrême, le patient greffé hépatique ou rénal qui est neurolésé. Vous savez qu'il va avoir 15 jours de ventilation mécanique. Peut-être que lui, ça peut être intéressant de lui faire 3 jours d'amicacine et peut-être pas l'immunocompétent, polytraumatisé, pour lequel vous allez peut-être faire une extubation à J4. Et puis pour la partie droite, moi je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour la partie droite, je dirais que la première ligne, il ne faut pas dire non tout le temps, parce que si on trouve une impasse microbiologique, en première ligne, peut-être que vous n'aurez pas le choix, et que finalement vous serez obligé de faire de la nébulisation. Et pareil pour la seconde ligne, je dirais que ce n'est pas forcément en cas d'échec. Là c'est pareil, si je suis dans une impasse avec des CMI particulièrement élevés, que je sais que je n'atteignerai jamais par mes antibiothérapies par voie systémique, ça peut peut-être être intéressant. Quelles futures études à mener ? Nous, on s'était positionné à la lueur de la littérature de cette manière-là. On avait dit qu'il fallait faire de la phase 3.
du multicentrique bien sûr, avec du randomisé contrôlé contre placebo, qu'il fallait plutôt se placer, c'est une position, dans une stratégie de substitution plutôt que d'adjuvant, avec une proposition de raccourcir pour trouver une plus-value à ces traitements. Peut-être qu'il faut faire juste 3 à 5 jours de traitement court nébulisé versus le groupe contrôle qui serait le groupe antibiothérapie systémique de 7 jours, par exemple. Il faudrait bien sûr contrôler les modalités de nébulisation, centrer sur des outcomes un peu plus impactants, comme la durée de ventilation, la durée de séjour. Il faudrait faire évoluer, il faudrait évaluer l'impact sur le délai de guérison clinique, plus que sur la négativation des prélèvements, et évaluer éventuellement sur la durée de séjour également. Pour tout ce qui est la partie préventive, pareil, il faudrait essayer de refaire des études de la même méthodologie, mais centrée plutôt sur des outcomes un peu plus lourds, de type durée de ventilation. Donc designer en fait la puissance des études plutôt sur des outcomes de type durée de séjour ou durée de ventilation. En pratique, comment on fait? Alors je vais aller plus vite parce que Clarisse a bien expliqué ça, et je vais vous montrer un petit peu les mêmes schémas de la dernière recommandation qui est très bien faite, très pratique. Le problème, et elle vous en a un peu parlé, c'est le pourcentage de dépôt pulmonaire. Quand vous mettez une certaine dose dans votre chambre de nébulisation, donc on part de 100% de votre dose que vous déposez dans la chambre, regardez ce qui se passe, vous en perdez 90%. Donc c'est catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il faut majorer toutes les posologies. Alors où est-ce que ça part tout ça? Ça part 5% dans la chambre de nébulisation, c'est le volume résiduel, même avec les nébulisateurs qui sont performants. 15% dans les circuits très, je dirais, proximaux du respirateur. Ensuite, vous en enlevez 30% dans les circuits un petit peu plus distaux. Et puis 35% dans l'airway proximal. Donc vous avez une espèce de noyau dur qui vous reste, même si vous utilisez un nébulisateur hyper performant, mais vraiment, il ne vous reste plus grand-chose. Quand vous avez 20 ou 30% de dépôt pulmonaire, c'est extrêmement performant. Vous êtes très 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 bon et vous êtes très content. Ça dépend du nébulisateur, ça dépend de la position du nébulisateur, ça dépend du type de circuit, avec l'espèce de raccord là, qu'on vous a montré de 15-20 cm en amont de la pièce en Y. Ça dépend du réglage du ventilateur. Ce qu'il faut, c'est du flux laminaire. Dès qu'on s'éloigne, dès qu'on met de la turbulence, tout s'impacte ailleurs que dans les bronches. D'où le VT grand, malheureusement, avec du volotrauma potentiel, la fréquence respiratoire basse, le I sur E à 1 sur 1, des choses comme ça qui nous choquent, bien sûr. Nous, on veut ventiler complètement autrement nos patients, on veut tout faire sauf ça. Et pourtant, pour la nébulisation, c'est ce qu'il faudrait faire. L'humidification, bien sûr, a un impact sur la taille en fait, de la particule. Ça, c'était ce qu'on faisait dans les années 2010. On avait publié des recommandations qui disaient « il faut faire ça ». Il faut un super circuit avec, vous voyez, ça c'est le circuit démonté, c'est le circuit monté, avec la branche de 15-20 cm, le nébulisateur à tamis vibrant, il faut enlever le raccord à nez, il faut enlever le filtre, mettre le filtre expiratoire qu'il faut changer. Et voilà les réglages horribles qui font peur. Quand on regarde ça, on dit « oh là là ». Alors il faut sédater le patient, si ça ne va pas, il faut le curariser. Enfin, je caricature, mais on n'a pas du tout envie de faire ça. Et donc, Clarisse vous l'a montré, cette étude-là, en fait, de 2023, a relâché, il n'y a pas que cette étude-là, mais c'est une étude la plus récente, qui a comparé des configurations de circuits. Vous voyez en haut quel circuit parfait que je viens de vous montrer. Là, c'est le circuit normal avec un humidificateur chauffant, et là, c'est le circuit normal, je dirais un peu classique, avec le nébulisateur qui est placé ici, entre le filtre et juste après le raccord en Y. Cette configuration-là, vous avez 20% de dépôt pulmonaire, qui est un bon score. Là, on descend à 6-7%, et celui-ci, on a 10%. C'est une super étude avec du PET scan, hyper impressionnant. Et il faut savoir que dans cette étude-là, ils ont respecté quand même les réglages très 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 stricts du ventilateur. Alors donc on aboutit à ça, c'est le schéma de tout à l'heure. Donc on a relâché, c'est ça le message, c'est qu'on a relâché je dirais la procédure très stricte. On a le droit maintenant de garder le circuit initial, on n'est pas obligé de le changer. Le nébulisateur, il faut le mettre le plus loin en amont de la pièce en Y, mais si vous pouvez le mettre que là, c'est pas grave. Changez pas de circuit pour ça, c'est ça le message. Et si on a l'humidificateur chauffant, il ne faut surtout pas l'éteindre, alors qu'avant on avait appris qu'il fallait l'éteindre. Non, là il ne faut pas l'éteindre. Dans l'étude précédente, ils ont montré qu'il n'y avait pas d'impact sur l'augmentation ou la dégradation du débit du dépôt pulmonaire. Et puis, si vous n'êtes pas en configuration comme ça, sur le respirateur, ne changez pas les réglages du respirateur juste pour nébuliser
un antibiotique. Ça, c'est vraiment, je pense, un message important. Ça a changé et nous, on a dans l'idée de se lancer dans des études interventionnelles. C'est important parce que je pense qu'il faudra formater les futures études interventionnelles de cette manière-là pour qu'elles soient pragmatiques et qu'en fait elles soient faisables au lit du patient. Voilà les conclusions. Les antibiotiques nébulisés, c'est possible, ça marche et ça fonctionne bien en traitement, en prévention chez certains patients. C'est utilisé dans le monde entier. C'est efficace sur les germes multirésistants. En cas d'impasse IV, je dirais même en cas de CMI assez élevé, ça peut être intéressant. On est plutôt pour, nous, une stratégie de substitution plutôt que l'adjuvant, IV plus nébulisation. Les modalités, vous l'avez compris, elles sont très strictes. Il faut être entraîné, il faut faire une procédure. Il en va de la sécurité de vos patients. Si on oublie de changer le filtre externe, le filtre sur la voie expiratoire, ça peut très mal se passer. En préventif, ça marche, ça réduit les PAVM sans impacter d'autres critères de jugement. Il n'y a pas de recommandation pour l'instant encore sur faut-il le faire en nébulisation, en prévention ou pas. Et je trouve que ça peut être intéressant chez certains patients qui sont particulièrement exposés au risque de PAVM et peut-être chez lesquels la PAVM est d'autant plus morbide ou peut-être létale ou mortelle. Les axes de recherche, on l'a vu, se centrer sur d'autres types d'outcomes. Peut-être qu'il faudrait regarder ce que ça donne par rapport à d'autres, aux nouveaux antibiotiques, par exemple, nébulisation en traitement court, par exemple, versus nouveaux antibiotiques. Et ça peut être intéressant de raccourcir cette durée de traitement. Merci de votre attention.